Nous allons vous raconter à présent comment les espions du Kremlin rivalisent d'ingéniosité pour infiltrer les arcanes du pouvoir politique français jusqu'à la présidence de la République. Ces espions russes parvenus au cœur de l'Élysée, c'est l'enquête réalisée par nos confrères de l'Express sous l'égide d'Étienne Girard, du général de Gaulle jusqu'à Emmanuel Macron. Elle nous dévoile les méthodes de cette taupe très bien placé et comment le contre-espionnage français mène systématiquement des enquêtes sur l'entourage, le train de vie des responsables habilités secret défense avec parfois de grosses surprises. Pour en parler, Jean-Lucas nous a rejoint. Bonjour, spécialiste de l'espionnage, ancien de la DGSI et auteur d'un rebelle à la DST. Avant de nous entendre, Kadi nous a rejoint. Kadi, racontez-nous comment les agents du Kremlin opèrent et comment la DGSI se protège. C'est l'histoire du club. Oui, alors nos confrères, vous le disiez, du Paris de l'Express, ont mené une enquête très sérieuse et très documentée sur le sujet. Alors, une question. Qu'est-ce qui intéresse les services secrets russes ? En priorité, regardez tout ce qui relève de la haute technologie. Ensuite, la sphère militaire et puis l'infiltration du pouvoir politique. C'est là-dessus qu'on va s'attarder, Marie-Aline. Il faut savoir qu'en 2024, sur les 80 diplomates français présents sur le territoire, présents sur le territoire français, près d'un quart étaient en fait des agents des services secrets russes. C'est pas rien. Alors il y a des décisions assez radicales qui ont été prises depuis l'invasion en Ukraine. 41 expulsions ont été prononcées depuis la guerre en Ukraine. La DGSI estime d'ailleurs, selon l'Express, toujours avoir mis à mal le dispositif russe. Alors, le SVR, le service des renseignements extérieurs russes, c'est l'orgueil de la Russie. Les Russes en sont très fiers. Le Kremlin, d'ailleurs, assume totalement d'espionner la France et ses voisins. Regardez ces images de Vladimir Poutine. C'était il y a tout juste 4 ans, jour pour jour. Vladimir Poutine qui inaugure un mémorial en l'honneur des agents clandestins du SVR. Lui-même, vous le savez, c'est un ancien agent du KGB, le maître du Kremlin qui a donc fait le déplacement pour déposer une gerbe, inauguré donc devant le siège du SVR à Moscou. C'était pour le centenaire et écoutez bien les mots du président Poutine. Je souhaite la réussite à tous ceux qui défendent la Russie, notre peuple, contre les menaces extérieures et intérieures, qui défendent la souveraineté et les intérêts nationaux, et pour qui la sécurité et le bien-être de la mère patrie ont été, sont et seront l'affaire principale de toute leur vie. Autrement dit, la menace vient de l'extérieur, la menace ce sont les autres. Et quand je vous dis qu'il assume, Vladimir Poutine, si vous regardez attentivement le monument qui était derrière le président russe, regardez bien. On voit ostensiblement la Tour Eiffel. Les terrains d'action des agents, notamment Paris, la Tour Eiffel, effectivement. On voit aussi Big Ben un peu plus bas, on va voir la porte de Brandebourg. C'est ce qui fait dire d'ailleurs un dirigeant des services de renseignement français, en matière d'espionnage, on considère la Russie, regardez, comme la menace numéro 1 contre les intérêts français, pendant encore 5 à 10 ans devant la Chine. En avril 2017, le Kremlin avait tenté aussi, on s'en souvient, de déstabiliser la campagne présidentielle, l'élection présidentielle. La veille de la fin de la campagne officielle, des pirates avaient fait fuiter 150 000 emails de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, qui était alors candidat. On apprend aujourd'hui d'ailleurs qu'il s'agit en fait du GRU, le service du renseignement militaire russe. Et puis pour l'anecdote, on apprend aussi qu'un certain François Bayrou a été ciblé aussi par les agents russes. Dans le livre d'Hélène Blanc qui s'intitule KGB Connection, l'actuel Premier ministre a révélé avoir été approché, tentative de recrutement, par un intermédiaire qui a proposé en fait de financer intégralement sa campagne de 2002. Vous voyez ce qui lui a été proposé. Nous suivons votre parcours depuis longtemps. Nous croyons en votre avenir politique, effectivement, visionnaire avant l'heure, et nous sommes prêts à vous financer. Sachez que si on remonte encore un peu en arrière, les services secrets restent convaincus, les Russes, d'avoir une influence très importante parce que le général de Gaulle, rappelez-vous, quand en 1966 a décidé du retrait de la France de l'OTAN, eh bien, les agents du KGB sont convaincus que c'est grâce à leur influence. Merci beaucoup, Kadi. Étonnant, François Bayrou approché par Moscou dès 2002. Ils avaient une vision, ils ont une manière de cibler apparemment les bonnes personnes. Jean-Lucas, quel est le profil des taupes qui vont pouvoir s'immiscer dans les arcanes du pouvoir jusqu'à l'Élysée ?
Alors d'abord, je ne suis pas un ancien de la DGSI, je suis un ancien de la DST, et la DGSI, je ne l'ai jamais connue. J'ai quitté la police bien avant que la DGSI soit créée. En fait, il faut savoir que le mouvement communiste, à l'époque, dans les années 20 et 30, avait un très grand prestige. Et il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient séduits par les idées communistes. C'est pas pour rien que les soviétiques, les services soviétiques, ou le NKVD, a recruté à Oxford les Five Militants, les 5 grands espions qui ont pénétré les services anglais jusqu'au plus haut niveau. Ils ont recruté aussi du côté des USA des espions de très haut niveau également, pareil par l'attirance intellectuelle qu'avait le mouvement communiste international. En ce qui concerne la France, il faut aussi partir du principe que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée rouge a gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est 20 millions de soldats soviétiques qui sont tombés, et c'est l'armée rouge qui avait gagné, qui avait un énorme prestige. Et il y avait dans la société française, dans les militaires français, dans la société, dans l'intelligentsia française, de très grosses sympathies. À l'époque, le Parti communiste faisait 25% des voix aux élections. Donc, on misait beaucoup sur l'idéologie, ça veut dire. Il y avait l'idéologie, oui, le mouvement communiste et l'Union soviétique, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avaient eu un énorme prestige. Et il y a beaucoup d'hommes politiques, de journalistes, de gens élevés dans la société qui ont été attirés par l'Union soviétique et qui se sont laissés séduire par les propositions du NKVD à l'époque, le KGB après. Tous les gens dans l'article du Point, tous les gens qu'on cite durant la période de De Gaulle et Pompidou, c'était des gens que la DST avait bien identifiés, mais on n'avait pas les éléments à l'époque pour pouvoir traduire ça en justice. Et par ailleurs, c'était des gens qui avaient une telle position dans la vie politique que la DST n'aurait pas eu l'autorisation d'intervenir en justice. Donc on savait parfaitement qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient des sympathies pour l'Union soviétique et qui faisaient plus que d'avoir des sympathies et qui donnaient des renseignements, surtout les renseignements d'ambiance, ce qu'on appelle l'influence. Mais on pouvait difficilement à l'époque intervenir. Est-ce que l'idéologie est une technique d'approche aussi efficace aujourd'hui, ou est-ce qu'on attire plus avec la compromission, les fameux compromates ou l'argent ? Alors, c'est le fameux maïs, la monnaie, l'idéologie, la compromission, l'ego. Et c'est les quatre bases de la compromission. Il faut voir aussi une chose, c'est qu'à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Union soviétique avait un grand prestige. Après, elle est devenue menaçante. Le communisme a perdu en attirance intellectuelle. Et on a eu beaucoup les défecteurs, les gens qui quittaient, les gens du KGB ou du GRU qui quittaient l'Union soviétique, qui se réfugiaient à Moscou aux USA, et qui fournissaient beaucoup de renseignements. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. La Russie, actuellement, n'est plus l'Union soviétique. C'est un pays qui se développe, qui a une industrie très développée. Et alors, évidemment, il y a une partie de l'opinion publique qui se divise, qui sont pro-américaines et contre la Russie, mais il y a une autre partie de l'opinion publique qui devient pro-russe et anti-américaine. Donc là-dessus, les services russes doivent jouer effectivement. Et il y a chez beaucoup de membres de la haute société française, des gens puissants, il y a des gens qui sont séduits par la Russie. La guerre que la Russie mène contre l'Occident, elle se joue sur tous les terrains, et notamment avec ces espions russes qui arrivent à s'infiltrer jusqu'au cœur de l'Élysée. Oui, on parle même d'informationnaïa voïna, c'est le terme de guerre pour parler de guerre dans l'information. Ce sont les Russes eux-mêmes qui le disent. Dans l'aspect idéologique qui était évoqué à l'instant, je renvoie notamment au livre d'Elsa Vidal, La fascination russe, un des premiers mobiles d'attirance, que ce soit pour des chefs d'entreprise ou des personnalités politiques françaises. On a beaucoup parlé du Rassemblement national, il n'y a pas que qui sont attirés par la Russie. Il y a le fait que la Russie soit redevenue une idée, qu'elle dégage, par exemple, ce supposé sanctuaire des valeurs familiales et traditionnelles. On a eu également des approches aussi, je pense notamment à beaucoup de militaires, par exemple, qui avaient été frustrés soit par la guerre contre la Serbie dans les Balkans, l'idée qu'on s'attaquait à un ancien allié,
Ça, c'était un narratif qu'on avait beaucoup entendu à l'époque, qui, après la fin de l'ère froide, se sont dit que la menace russe était instrumentalisée par un discours hystérique pro-américain et qui ont vu dans la Russie une alliée. Il y a aussi beaucoup d'approches par ça. Et si on compare enfin la France et l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, ce qui a beaucoup marché, c'était plus l'approche par le business, le pragmatisme économique. En France, ce qui a quand même souvent marché, c'était plutôt l'idée que la France, devant être une puissance d'équilibre gaullienne entre l'Amérique et la Russie, eh bien, ça flattait l'ego d'être approché par des Russes qui nous disaient ce qu'on voulait entendre sur le mode « vous les Français, vous n'êtes pas pareils que les autres Occidentaux, vous êtes nos partenaires ». Jean-Lucas, est-ce qu'il y a une présidence plus faillible que les autres? Est-ce que la présidence Pompidou, la présidence de Gaulle était plus poreuse que la présidence Macron? Les circonstances politiques sont plus du tout les mêmes. À l'époque du général de Gaulle, à l'époque du président Pompidou, il y avait l'Est et il y avait l'Ouest. Il y avait un pays communiste un peu agressif et puis le soi-disant monde libre. Moi, ce que je note, c'est que lorsqu'on parle des services russes qui cherchent à faire de l'influence sur des futurs ou décideurs français en politique, quand on voit ce que font les Américains avec les programmes des Young Leaders, qu'est-ce que c'est d'autre que de chercher de recruter des gens pour de l'influence au bénéfice des USA? Et ils font exactement la même chose. Tous les services font ça. Même la France, nous aussi, on a des espions en Russie. Évidemment. Infiltrés au Kremlin, peut-être? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais on a un service efficace, très, très, très pointu, la DGSE, qui fait son travail de renseignement dans les pays étrangers. Et j'espère qu'il le fait aux USA, en Russie, en Chine, avec les possibilités qui sont les siennes. Mais encore faut-il trouver dans ces pays des gens qui soient disposés à travailler pour les services français. Et relevons le fait que la France n'est plus une puissance. Quand on travaille pour un service, on travaille pour un service qui est puissant. On peut décider qu'on veut favoriser les USA. Alors on va être approché par la CIA. On peut décider qu'on a assez des sympathies pour la Russie. On va être approché par le SVR. Bon, d'accord, on peut... Les Chinois, c'est un peu plus distant. Mais tout dépend des convictions personnelles des individus. Il faut dire aussi que autant dans l'espionnage sur les aspects techniques, la science et la technique, là, il faut souvent des éléments factuels, de la transmission de documents. Quand on arrive, et là c'est plus facile à accrocher, quand on arrive dans l'influence, quelle est la différence entre un fonctionnaire russe de l'ambassade qui va voir un haut fonctionnaire français, entre une simple conversation mondaine et un recrutement? C'est pas du tout évident à savoir, c'est extrêmement compliqué. La frontière est très floue. Qu'en pensez-vous, Général Chevaucy? Alors, je pense qu'il faut relativiser tout ça d'une autre manière. Là, on est dans la notion de guerre. Il y a eux, il y a nous. Nous sommes en démocratie, en temps de paix, où finalement, chaque individu a le droit d'avoir des opinions et qui ne sont pas forcément dans la mouvance principale. Donc après, il faut se poser d'autres questions. Une fois qu'on a défini ça, qu'on a le droit d'avoir des idées qui soient différentes, peut-être du gouvernement ou d'un État étranger. Maintenant, c'est ne pas oublier qui on sert. Si nous sommes Français, nous servons la France. Et peut-être que ce débat sur qui on sert n'est pas un débat qui est très porté dans notre pays, par exemple. Il y en a que pour certains, il n'y a aucune ambiguïté. On sert son pays d'abord, on peut avoir des relations avec d'autres, mais on sert son pays. Mais en France, on a quand même développé une pensée relativiste sur toutes les questions, et que finalement, c'est pas bien grave de parler avec des Russes ou des Américains, et finalement même d'abonder dans leurs idées, qui d'ailleurs, à un moment donné, et le seuil qui va arriver, c'est quand est-ce qu'on va trahir. Parce que vous n'avez pas utilisé le mot trahison, mais il y a le mot trahir. Il y a un moment donné où on va satisfaire des intérêts autres que ceux de la France. Et que je crois qu'il y a toute une réappropriation morale de qu'est-ce qu'un citoyen français. Et il n'y a pas de relativisme à avoir quand on est français. On sert la France, ce qui met une limite gauche, une limite droite. Et à un moment, il y a un seuil qu'on ne peut pas dépasser parce qu'on sert des intérêts étrangers. Et moi, j'ai remarqué depuis une quinzaine d'années, et je l'ai bien vu, c'était un chercheur sur le nucléaire, mais c'était à l'époque de la lutte contre l'islamisme, qui avait effectivement été identifié comme étant tellement pro-islamiste et très sur le nucléaire que ça devenait dangereux. Tout de suite, vous avez eu un comité de soutien parmi les autres chercheurs français pour le défendre à tout prix. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est des questions qu'on ne pose plus, d'ailleurs, me semble-t-il, ces notions de soutien à tout prix. Donc, il faut bien se rappeler que quand on vit dans un pays, on en accepte toutes les facettes,
et qu'il y a un moment donné, il y a une image supérieure qui est à quel moment je reste français dans la défense de ses intérêts, de la France, et à quel moment je vais franchir des lignes où je vais trahir. Et la notion de trahison, qui est un mot qui est revenu dans notre discours depuis quelques années, implique quand même des conséquences pénales, qu'on a beaucoup oubliées aussi. Donc voilà, moi je dis qu'il faut se réapproprier ce que nous sommes, et bien aussi enseigner, sensibiliser, que ce soit des enfants ou les adultes, qu'il y a des choses où il y a des choix. Et que servir son pays, ça implique un certain nombre de conséquences, et qu'à un moment, il faut tellement sensibiliser qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et que si jamais on était contacté par Pierre-Paul ou Jacques, ou Dimitri, ou je ne sais pas qui, ou Vladimir, ou Volodymyr aussi, ne négligeons pas non plus, et il y a un moment, il faut rendre compte. Et il y a des services à qui on peut appeler pour dire là, j'ai eu quelque chose d'un peu curieux, je voudrais vous en parler. Et là, on revient dans l'habitude, les compétences des services spécialisés qui sont là pour protéger la France, les Français, qui ont toute ingérence étrangère.